Asseyez-vous, je vous prie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue une fois de plus dans cette maison pour la continuation du dialogue avec la presse et à travers la presse avec l'opinion publique nationale et internationale, puisque je vois ici quelques représentants de la presse étrangère. Je voudrais cette fois-ci, dans mon introduction, être bref. Loisir de poser des questions, car j'imagine que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, beaucoup de questions probablement seront adressées au président de la République sur l'évolution générale des choses, particulièrement dans cette perspective des 3 mois que nous avons bouclés, contrairement aux espérances et illusions de certains. Ensuite, parce que, bien sûr, la dernière fois, je me suis laissé aller au point de donner à la conférence de presse une durée de 2 heures, ce qui est bien sûr inaccoutumé, anormal. Donc, comme la conférence sera d'une durée plus brève, mon introduction sera également plus brève. Ce que j'ai à dire est simple, c'est que, après 3 mois au pouvoir, nous sommes dans une situation qui me paraît aujourd'hui en voie de clarification. En ce sens que d'un côté, on voit bien, et j'espère qu'on voit mieux, pour ceux qui étaient de bonne foi, quelles sont les lignes générales de l'action gouvernementale, comment le gouvernement se définit, et surtout, je dirais, quelles sont les directions dans lesquelles le gouvernement s'engage résolument pour la solution des problèmes fondamentaux. Je crois que ceci est un point capital. À savoir, le gouvernement a pris en main la direction des affaires de l'État pour donner une orientation à la chose publique et une orientation au développement économique de ce pays. Non seulement dans les nouveautés de l'organisation ministérielle et des structures administratives, mais aussi dans les idées majeures, les idées forces exprimées par le gouvernement et par moi-même. Hier encore, à la Okaye, je les reprenais. Il y a donc là, très nettement, désormais, une vision possible du profil du gouvernement, de sa volonté d'action, de l'orientation qu'il donne à son travail et de la direction que le pays doit prendre avec nous, conformément à nos promesses et à nos engagements, conformément à notre programme de gouvernement, changer la vie. Qui veut nous définir, nous comprendre, doit lire et relire, changer la vie. Le deuxième point sur lequel j'attirerai simplement l'attention, c'est que si j'avais parlé de des interventions antérieures d'une dynamique d'acceptation, je dirais aujourd'hui qu'il y a une normalisation de la situation haïtienne, une normalisation de la vie politique, ceci bien sûr, en dépit de quelques retours nostalgiques, de quelques actions que le gouvernement condamne, que
on ne peut pas toujours empêcher dans un pays, mais que nous avons dénoncé et auquel nous sommes déterminés à mettre fin. Donc, il ne faut pas voir ce que j'ai appelé souvent des bavures, il faut voir la détermination de ce gouvernement de mettre fin à ces bavures et les dispositifs mis en place pour y arriver graduellement, car rien ne change, encore une fois, en quelques mois, dans des pratiques qui ne datent pas seulement du temps de la dictature du valérienne, parce que ce sont des pratiques parfois attachées à un système politique, économique et social que nous sommes en train de combattre de manière à moderniser ce pays. Il y a donc ce deuxième point. Au-delà de la dynamique d'acceptation, une normalisation des choses, et à la faveur de cette normalisation, c'est le troisième point sur lequel j'insisterai, ou j'évoquerai simplement, que ce que j'évoquerai simplement, je n'ai pas le temps d'insister, c'est malgré des critiques qui rarement sont justes, je dois le dire, quand c'est la malchance de ce gouvernement, des critiques qui rarement sont justes. Quand elles sont justes, nous en tenons compte, car nous l'avons souvent dit, nous sommes des hommes de bonne volonté. Mais rarement, elles sont justes, car c'est la bonne foi qui, malheureusement, les anime trop souvent. Ceci dit, malgré quelques critiques, dont certaines sont valables, est en train d'installer de ce pays un état de droit, fondé sur le respect des libertés fondamentales. Quiconque observe en toute honnêteté la scène politique haïtienne doit reconnaître que la liberté fondamentale existe. Liberté d'expression, liberté de réunion, liberté d'association. Pas plus tard que le 30 avril, un parti politique tenait son assemblée générale librement dans une ville de province, si équivoque du respect et de la promotion du pluralisme politique. Ce souci de l'état de droit nous amène parfois à fermer les yeux sur des violations qui ne sont pas de notre côté, mais que nous tolérons simplement parce que nous nous disons qu'il faut à tous un temps d'apprentissage, un temps d'ajustement, que l'exercice de la liberté s'apprend, progresse, se perfectionne et que nous arriverons, comme je l'ai souvent espéré et comme je l'attends, à ce point de maturité de part et d'autre où l'exercice des libertés peut se faire sans appréhension dans ce grand dialogue sans lequel il n'y a pas de patrie possible, comme je le disais hier, il n'y a pas de progrès possible non plus. Et j'ajouterai qu'à se consolide, au moins dans de très larges secteurs de la population, malgré une situation économique et sociale très difficile et même critique, dont on ne peut pas nous rendre responsables en toute bonne foi. Eh bien, nous dirons que malgré les difficultés d'une situation économique sociale intenable presque pour le peuple, pour les masses populaires, il y a dans ce pays une attente. Il y a dans ce pays une espérance. Il y a dans ce pays la volonté d'investir une confiance dans une équipe gouvernementale pour précisément sortir le pays de la situation actuelle. C'est la raison pour laquelle nous qui sommes sérieux au travail, nous gardons imperturbablement l'optimisme dans une attitude de sérénité souriante. Et enfin, je dirais que le gouvernement est au travail, qu'on commence à voir les premiers résultats de ce travail, qu'on commence à voir qu'au fur et à mesure, le gouvernement s'attaque aux problèmes de ce pays sans hésiter, que le gouvernement s'attaque directement à des dossiers brûlants légués par les temps antérieurs, et ce avec courage, car aujourd'hui, pour faire de la politique haïtienne
au gouvernement, il faut beaucoup de courage. Oh, dans l'opposition, c'est facile. On n'a qu'à dire ce qui vous vient par l'esprit. Mais au pouvoir, face aux problèmes, compte tenu des moyens, il faut du courage. Et ce courage, nous l'avons. Il y a enfin, évident pour tout le monde, j'espère, le développement de notre ouverture sur l'extérieur, l'ouverture internationale, sur laquelle nous reviendrons très certainement au cours de cette conférence de presse, tant au niveau des principes, tant au niveau officiel, tant au niveau privé. Il y a au dossier de ce gouvernement du côté positif le rétablissement de nos relations internationales, plus que la normalisation de nos relations internationales, et ceci dans un contexte de dignité internationale retrouvée, car nous nous sommes mis à genoux devant personne. Ceci dit, sur le plan interne, nos rapports avec les institutions s'améliorent, la reprise dont certains doutaient a commencé, le climat et le ton sont donnés par le gouvernement. Honnêteté, compétence, les réalisations commencent à se voir et se verront, particulièrement le mois prochain où véritablement il y aura du nouveau, heureusement pour ce peuple qui a tant attendu. Donc, je peux dire que sur tous les fronts, à des degrés divers, avec des succès d'importance diverses pour le moment, le gouvernement, malgré un climat qu'on a tenté de créer, le gouvernement aujourd'hui est en mesure de dire: nous avons fait le maximum de ce qui pouvait être fait dans la situation qui a été la nôtre, et donc aujourd'hui nous sommes en mesure, après avoir commencé largement à mettre de l'ordre, car il fallait d'abord mettre de l'ordre dans la maison, et nous continuons à mettre de l'ordre dans la maison. Vous savez que la réforme administrative s'étend, mais aujourd'hui c'est le secteur parapublic. Après que nous ayons entamé le secteur d'administration, et bien nous pouvons dire que le gouvernement se sent plus confiant, parce qu'ayant plus l'expérience des difficultés, des obstacles, des oppositions, et ayant prouvé qu'il est possible à des hommes de bonne foi de faire les sacrifices nécessaires, mais que nous n'avons pas encore atteint, pour lequel nous travaillons. La mobilisation nationale que nous avons annoncée. La mobilisation nationale pour la solution des problèmes critiques qui menacent l'existence même de ce pays. Nous sommes certains que l'équipe gouvernementale au pouvoir est l'équipe du sauvetage national. Sauvetage national qui se fera par étapes, car on ne sauve pas un pays qui a pris une ligne descendante depuis des décennies, sinon des siècles. On ne sauve pas un pays en 5 ans. C'est la raison pour laquelle nous insistons pour qu'il y ait cette succession régulière de mandats quinquennaux qui permettent à l'œuvre collective de sauvetage national de se poursuivre après nous, c'est-à-dire à la fin des 5 ans que la Constitution nous a octroyés et au-delà desquels nous ne resterons pas une minute de plus, donnant la parole et la responsabilité à ceux qui viendront après pour continuer ce sauvetage national. Je crois donc que ce qui est important à dire, puisque vos questions vont m'obliger à entrer dans des détails, dans des précisions, c'est qu'on se rend compte qu'au moins au gouvernement de ce pays, le changement est là. Qu'on compare avec la dictature, qu'on compare avec Duvalier père et fils, on voit vraiment que là, le changement est à la tête, en attendant que la tête dynamise le corps, puisque le corps est déjà animé par la volonté des changements qui sont les aspirations de la nation. Vous voyez que cette fois-ci,
Je n'ai pas pris en énumération divers points pour donner les éléments, puisque je compte sur vos questions pour précisément substantialiser, si vous voulez donner plus de substance et de chair, aux 10 points que moi-même j'ai essayé de penser comme étant les plus importants de l'actualité politique. Mais c'est à vous de dire si ces 10 points correspondent vraiment à vos préoccupations. Merci. Et Samda Emando, président Maninga, et ou pas parler de lui dans l'exposé qu'on se fait là, mais on connaît que lui n'a pensé parce que n'a pensé tout le monde qui l'a et dans tête peuple haïtien en tout. C'est concernant brigade vigilance que le gouvernement Célestin avec vous-même gagne un projet pour nous le mettre sous pied. Pas rien jusqu'à présent qui prouve que l'armée n'est pas capable de contrôler la sécurité dans le pays pendant toute l'année qui se passe, et puis précisément 2 dernières années, et particulièrement 2 dates dans tête, 17 janvier, leur élection, et puis avec 7 février, là que tu as installé dans le pouvoir. Dans mes connaît et position ça que nous prenons, nous dit que pour résoudre le problème insécurité, c'est brigade de vigilance avec la justice. Est-ce que ça t'avait dit que le monde a interprété et geste ça, ou initiative ça, comme si nous a dit que l'armée en faillite? Deuxième volet dans la même question, nous connaît tout, est-ce que d'après attitude ça qu'on prend, et grand pile comité quartier qui gagne dans le pays, qui levait contre lui, qui pas d'accord avec la décision que le gouvernement en prend pour mettre brigade vigilance ça sous pied, est-ce que ça veut dire que on va retourner à une idée que en pile brigade vigilance déjà accusé ensemble avec le comité quartier que il y a 30 ans de cela, vous te faites partie de monde qui te mettait équipe Tonton Macoute sous pied. Est-ce que c'est une idée de plus que 30 ans que vous voulez accomplir encore une autre fois dans la société haïtienne? Liliane, nous comprenons que tu as un petit changement, une attitude et l'esprit de poser des questions. Parce que les questions sont questions importantes. Pour qui ça pour gâter lui? Ou dit que oui, que 57, ou bien tu dit que je fait d'automate. Nous connaissons très bien, c'est pas vrai. Pas mettre là-dedans. Poser des questions sans pas rentrer dans ça, puisque les questions sont bonnes questions. Pour ça, pour gâter lui, à vous mensonge ou calomnie. C'est pas la peine. Nous dépasser ce stade ça. Tout le monde connaît compte, Tonton Macoute, tout le monde connaît pas de jamais n'a fait Tonton Macoute 57. Pas mettre là-dedans, pas gâter question. Je viens je dis pour me parler avec nous en ami. Pas faire que vous si n'a pas agressé dès le départ. Oubliez ça. Pas dire encore parce que c'est pas vrai. Ok? Alors, je vais une question fondamentale. Affaire brigade de vigilance là. Comprenez bien. L'homme parle, essayez où ça veut dire, pour qu'il n'y ait aucune intention d'organiser brigade de vigilance dans le pays pour faire revivre le comité de quartier et force parallèle. Ce n'est pas l'intention du gouvernement. Si nous demandons au Premier ministre là, il t'a expliqué nous exactement ça qu'il voulait dire. Parce que son expression que l'employé, pour laisser faire comprendre nos bagailles, et moi-même, c'est temps de l'employé le tout, pour exprimer, faire comprendre nos bagailles. Nous avons 2 niveaux de responsabilité, au niveau présidence, au niveau gouvernement. Au niveau gouvernement, le Premier ministre a exprimé d'une certaine manière, mais essayez de comprendre ça, je veux dire. Ce n'est pas affaire de brigade de force parallèle parce que l'armée, comme on dit, n'est pas capable d'assurer l'ordre. Ce n'est pas ça du tout. Le Premier ministre a été voulu, et n'a posé la question nous-mêmes directement sur ça. Ça a été voulu dire, il a dit que gagner une obligation pour les gens qui sont intéressés, pour contribuer à assurer la sécurité dans le pays d'Haïti. C'est ça l'idée fondamentale. L'idée fondamentale, c'est pas seulement un côté un gouvernement qui doit pour assurer la sécurité et l'autre côté une population qui est victime de sécurité. Non. Que nous, dans le même bateau contre la sécurité, qui sont adversaires, nous aussi bien ou même que moi-même. Car la sécurité dans le pays, Lydiane, ou même général, Joe Wall parler de lui. C'est-à-dire que c'est moi accusé de lui. C'est deux affaires différentes. Comprenez bien. Ou même vous prenez la radio, dit bien sécurité. Parce que moi-même, il accuse moi-même, je veux aliment pour faire opposition, moi-même, je veux bagaille qui peuvent critiquer le gouvernement.
Donc nous-mêmes, côté dans l'affaire de sécurité, c'est pour nous contribuer, nous tous, dans l'affaire de sécurité. C'est ça pour nous, ça te veut dire. La preuve que ce n'est pas organisation de bonne parallèle, mais communauté d'intérêt dans la sécurité, il cite un article code pénal là. Il rappelle la population qui ne connaissent pas que le code pénal a autorisé les gens, ouais un crime commettre, prend moun menen lui-même d'autorité, l'arrêter en quelque sorte, menen ba autorité régulière puis le cap pour justice cap pour son pour. Les mandats donc intervenu, les mandats agir ou même tout contre facteur d'insécurité. C'est ça bagaille la veut dire. Pas chercher à faire le comité de quartier d'autrefois qui était fait de l'action contre l'armée ou qui était dominé par certaines tendances idéologiques, comme ça. Mais non, pas aussi loin. Prends esprit, ça le dit. Moi-même en tout cas. C'est comme ça, moi, c'est comme ça, je comprends ni et je ne comprends pas nous l'autre gens. Parce que le gouvernement, inutile de vous le dire, mes amis. Mais je ne fais pas gouvernement tout non. Comprenez ni tout non. Nous, que le gouvernement vraiment a intention d'établir ma côte en Haïti, ce n'est pas 23 ans d'exil, nous sommes passés. Alors, nous parlons de ma côte encore en Haïti. Dieu merci, nous parlons de ma côte encore en Haïti. Même répondons ça. Mais non, sécurité, c'est pas établi en un seul jour. Je dis ça précisément. Je ne dis pas introduire le problème dans ça que si nous voulons former des forces parallèles parce que l'armée n'est pas capable d'assurer la sécurité, nous ne pas poser problème dans ça. Le gouvernement dit que l'affaire sécurité, ce n'est pas seulement affaire gouvernement avec force de l'ordre, c'est affaire chaque citoyen concerné. Mais ça le veut dire. Mais comprendre bien le problème de sécurité. Mais le gouvernement, la lutte contre ça, il met un dispositif pour ça, il adopte un plan pour ça. Et l'armée, la police, en action pour ça. Ça ne peut pas supprimer du jour au lendemain, mais c'est certain. Donc, son combat, et si force de l'ordre là, a fait travail, et nous faisons confiance pour faire travail. Si elle a besoin de dire, même dire, nous faisons confiance pour faire travail. Mais nous demandons, la population concernée, à aider autour, parce que c'est un problème national lié. On n'a pas senti les effets. Bon, c'est pas photo, c'est pas sentir. Chaque monde a sens aiguisé ou pas. Mais le travail a commencé sérieusement, déblément. Évidemment, il y a des gens qui comprennent que d'un seul coup, nous avons provoqué tout le monde. C'est évident que non. Réforme administrative, encore une fois, insister là-dessus. Ce n'est pas révoquer le monde. C'est d'abord mettre structure en place, et ensuite, bien sûr, c'est changer le personnel. Mais dans plusieurs départements, le personnel est changé. Si vous dites pas, alors à ce moment-là, on ne peut pas suivre l'actualité quotidienne du pays en tant que journaliste. Parce que moi, je chronologie là. Je chronologie réalité pays depuis me passer jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, dans la chronologie, il y a un changement dans l'administration. Chaque jour, il y a un bagage qui fait non ministère ou non l'autre ministère. Changement de direction générale. Changement de tout. Moi, ouais. Que pour y aller, le secteur parapublic est intervenu. Ou du pas un changement, mais l'autre qui commence le changement. Ciment qui commence le changement. Semaine prochaine, ou après changement dans notre secteur. Ou du pas quand même. Donc, ou pas jamais un changement. Parce que yo là devant vous, sous pas même par qui doit point, changement commencé. Dis-moi côté comprendre que nous t'apprends le plus vite. Alors laisse ça m'a dit oui. Ou t'es perception que nous t'apprends le plus vite, mais nous pas aller aussi vite que même où t'es quoi. Mais pour la constitution, bah nous 6 mois. Pour nous changer dans le pays ici, nous avons 3 mois seulement. Donne-toi les autres mois, et on va écouter changement pour venir. The first 100 days of a new administration are considered crucial in most countries because they set the tone and the pace of the government. Can you summarize your accomplishments? Your first 100 days expired this week. Can you summarize the accomplishments of your first 100 days, please? If I start to answer your question, I think that all the press conference will go through on it, because I just mentioned 10 points, which are important for us, and I don't think I should go through that now. You will find very soon all these points developed by the government in the press. We have 10 points on which after 100 days in power. But
let us wait a little bit. If we don't have any other specific questions, I can come at the final of this press conference to give the full answer to that. But the full answer will take 1 hour. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que dans votre exposé, qu'en dépit du climat qu'on a tenté de créer, votre gouvernement a fait jusqu'ici le maximum. Alors, pouvez-vous nous identifier ce secteur? Oh, il ne s'agit pas d'identification de secteur, mon ami. Nous avons dépassé ce stade. Nous sommes en train simplement de constater qu'effectivement, il y a eu des tentatives. D'abord, la sécurité dont on parlait tout à l'heure. Certains du gouvernement aussi l'interprètent de cette façon, mais certains hors du gouvernement l'interprètent comme des tentatives de déstabilisation politique. Vous savez, quand on constate que nous sommes sur la bonne voie, quand on constate que la paix des rues s'installait de plus en plus, et précisément c'est un des points, pour répondre à la question de Los Angeles Times, c'est un des points que nous avons là précisément, avec les signes de la détente et de la normalisation politique. C'est normal que les gens qui sont contrariés par ce succès du gouvernement essaient précisément d'attaquer sur ce front de manière à ce qu'on dise, vous voyez, il n'y a pas de normalisation, il n'y a pas de détente, on retourne dans la situation antérieure. C'est normal. Je pense que ce n'est pas de bonne guerre. Puisqu'on comprend que certains nostalgiques du pouvoir aient pensé que c'était de leur devoir politique d'obstruer la voie du gouvernement et d'empêcher la reconnaissance de ses succès. C'est ainsi que je l'interprète. Ces secteurs peuvent être divers, vous savez. Vous m'avez demandé de les identifier. Mais comme vous êtes au milieu même de l'opinion publique, vous avez entendu les mêmes rumeurs que moi, même si vous n'avez pas les mêmes informations que moi. On sait qu'il y a au moins dans ce pays 2 à 3 secteurs qui ne voudraient pas voir ce gouvernement réussir. On le sait. Ce n'est pas la peine de les identifier spécifiquement comme quoi voici le camp des adversaires. On sait qu'il y a des individus, des groupes à l'intérieur de certaines tendances qui n'aimeraient pas voir ce gouvernement réussir. J'ai appelé ça la dernière fois, si vous vous rappelez, une attitude antinationale. Si vous vous souvenez. Le micro, s'il vous plaît. Merci. C'est Dr. Louis Charlet, USA Today et WVFM, Université de Michigan. Monsieur le Président, Excellence, depuis les événements du 29 novembre 1987, l'administration américaine a réduit drastiquement l'assistance économique et rappelé ses conseillers économiques et militaires qui étaient en Haïti. Ces décisions ont suscité des tensions diplomatiques entre l'administration Reagan et le Conseil national de gouvernement d'alors. Une indication manifeste de l'existence de profonds malaises diplomatiques entre les deux gouvernements. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire s'il s'est produit un réchauffement dans les relations haïtiano-américaines depuis votre accession à la présidence d'Haïti? Et s'il vous plaît, Monsieur le Président, est-ce que les canaux diplomatiques au niveau du département d'État entre les deux gouvernements pour les consultations périodiques et régulières? Merci beaucoup. Bien. Merci de votre question. Ça touche encore, vous voyez, comme j'avais raison tout à l'heure, de ne pas me lancer sur mes 10 points en réponse à Los Angeles Times. Les questions viennent au fur et à mesure. Sur le plan de l'ouverture internationale, il n'y a pas de doute que la situation s'est améliorée avec nos partenaires d'Amérique du Nord où il y avait quelques nuages sombres. Nous allons maintenant, au-delà des éclaircies, vers ce que je considère comme le retour au beau. Et j'espère que ce sera un retour au beau fixe. Faisons une distinction très nette pour répondre à votre question directement. Vous avez cité votre question très justement sur le plan des relations diplomatiques. Je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu de problème dans ce domaine. Si nous prenons les relations internationales du pays avec les États-Unis, il y a 2 aspects très nettement distincts. Il y a d'un côté les relations diplomatiques proprement dites, et de l'autre côté le problème de l'aide. Comprenez bien, l'aide n'est pas une partie absolument indispensable aux relations internationales. Beaucoup de pays ont des relations internationales normales sans qu'il y ait de programme de coopération entre eux. Donc, votre question s'adresse directement à des institutions comme le département d'État, le Pentagone, et la Maison-Blanche. Nos relations sont bonnes. Il y a une ambassade ici qui fonctionne, avec laquelle nous avons de bonnes relations. Les déclarations faites par l'administration américaine, la branche du pouvoir exécutif, fort que nous avons entrepris depuis le 7 février 1988.
Il y a eu les déclarations du secrétaire d'État Schulz lui-même. Il y a eu les nombreuses déclarations, d'Elliott Abrams. Il y a eu les déclarations de Holwill. Donc l'administration américaine nous sait gré de cette volonté de démocratisation qui existe dans le pays grâce à nous, de notre sérieux travail, de notre compétence, de ce qu'ils appellent le record que nous avons en arrivant au pouvoir dans la lutte contre la violation des droits humains, pour la démocratie, contre la dictature. Ceci a été dit. Donc, nos relations avec l'administration américaine ne présentent pas, sur le plan des relations diplomatiques, de problème à ce que je sache. Maintenant, en ce qui concerne l'aide, ça c'est autre chose. En ce qui concerne le problème de la coopération, nous sommes, c'est l'évidence même, victimes de la situation que nous avons héritée. Les sanctions n'ont pas été prises contre nous. Nous sommes arrivés à un moment où les sanctions étaient déjà prises contre le pays. Ce qui constitue quelque chose de tout à fait différent. C'est tellement vrai que ça me gêne de le dire. Mais quand on parle de ces sanctions et de notre gouvernement, on dit quel que soit le respect qu'on a pour M. Maniga et son gouvernement. Ce sont des choses qui se répètent, vous l'avez lu vous-même dans tous les textes et dans toutes les déclarations. Donc nous avons un héritage que nous sommes en train de faire des efforts pour pouvoir en débarrasser le pays. Car comprenez bien, ce n'est pas le gouvernement qui est victime de ces sanctions, c'est le peuple. Si la dépendance vis-à-vis des États-Unis est arrivée au point qu'il nous fallait leur aide même pour boucler notre budget, si cette aide est supprimée et que nous avons des difficultés budgétaires, ce n'est pas le gouvernement seulement qui est victime, c'est le peuple haïtien qui est victime. Si nous avions des travaux à faire, des projets en cours, des programmes en développement, l'aide cesse brusquement et que ces projets ne peuvent pas être exécutés, ce n'est pas le gouvernement qui est victime, c'est le pays qui ne bénéficie pas de ces projets. Si le SNEM, Service national d'éradication de la malaria ou des maladies endémiques, domaine humanitaire, si le SNEM est obligé de fermer, ce n'est pas seulement le gouvernement qui s'en a triste et en est victime, c'est le pays qui bénéficiait des services du SNEM qui en est victime. Il faut bien qu'on le comprenne. Nous, ce que nous sommes en train de faire, encore une fois, c'est un rétablissement. Un malade au chevet duquel nous nous penchons pour trouver la thérapeutique appropriée. C'est ça notre position. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais caché. Nous n'avons jamais caché que nous demandons d'abord au peuple haïtien de compter sur ses propres forces, leçon positive. Deuxièmement, nous cherchons à diversifier nos sources extérieures permettant de mobiliser. Nous espérons que les États-Unis reconsidéreront leur position vis-à-vis de nous et nous feront bénéficier, à notre avis le plus tôt serait le mieux, de l'aide qu'ils ont l'habitude de donner depuis déjà plusieurs années, sinon même décennies, au pays d'Haïti et au peuple haïtien. Notre position est donc claire, crystal clear, comme disent les Américains. Nos relations au niveau politique sont bonnes, les relations diplomatiques sont normales, l'aide a été suspendue. Voilà la réponse. Président Maniga, nous t'arrêtons ou éclaircissons sur ça. Le gouvernement Henri Nanfiat a quitté dans la caisse de l'État pour le gouvernement 3 mois. Là. Et en plus, nous espérons que vous êtes capable de nous un éclaircissement sur les affaires de séparation, l'armée avec la police, que la Constitution a consacrée. Parce qu'un pile de monde pour qu'on éclaire sur la question ça. Bien. Sous question, ça gouvernement TDC, c'est le ministre des Finances là pour nous poser question. C'est lui-même qui est compétent pour nous précision à demander. Nous-mêmes, au niveau que nous situons, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut adapter nous à la nouvelle constitution. Avant la constitution, ça, nous devons demander le président n'importe qui bagaille, parce que il a des compétences président. Qu'on n'y a pas oublié que nous avons une constitution, qu'on a un gouvernement et un pouvoir exécutif.
Moi-même, c'est chef pouvoir exécutif. Il y a chef gouvernement de la République et il y a ministre qui est attaché adressé au gouvernement à travers le ministre des Finances. Ça, capable de dire au niveau qui parle. C'est que le gouvernement CNGA qui a déjà fait face à une situation difficile. Pas oublier qu'en pile mesure qui prise par le gouvernement antérieur là. Nous parlons de transmission de pouvoir qui fait nos situations d'affluence, nos situations de guerre comme notre trésor, pas du tout. Il était déjà en difficulté. Pas oublier que le ministre de la Tour, mais c'est lui-même qui était coupé frais de fonctionnement de l'administration publique. Dans certains cas de 60%, certains cas de 65%. Pas oublier ça. Donc il était déjà en difficulté, là, il va le pouvoir. Pas oublier que même l'armée d'Haïti, attention, et m'a dit parce que son problème sérieux lié, même l'armée d'Haïti, victime des coupes tellement terribles, que deux bagages, comprennent bien l'importance, ça m'a dit. Pour lui, il y a un problème carburant pour fonctionner. Et deuxièmement, il y a une messe. Ou ça, messe, c'est manger soldat. Messe soldat qui est coupé. Donc, c'est ton situation. Si l'armée lui-même, si l'armée est au pouvoir, tu es obligé de faire ça pour propre armée. Comme décision d'austérité, nous pensons bien que là, il passe nos pouvoirs dans conditions difficiles. Et on connaît que passer nos pouvoirs dans conditions financièrement difficiles. Ça, c'est évident. C'est clair. L'un pays dépendant, l'autre point que le budget dépend de lui. Achat en devises étrangères dépend de lui. Et puis ça coupé. On ne peut pas dire situation, une situation qui arrive aujourd'hui. C'est une situation grave, mais les gens qui nous te connaissent, c'est grave, parce que même déjà, pour faire face à la gravité, ils ont pris des mesures extrêmement sévères au ministère des Finances. Donc ça, on est capable de dire oui, nous recevons une situation financière difficile, une situation économique difficile, c'est vrai. Et c'est à partir de ça que nous-mêmes, nous commençons à travailler, c'est-à-dire à partir d'une situation négative. Le ministre des Finances a déjà, une fois, il n'a pas le parti, il était fait une déclaration sous ça, même sûr que nous sommes capables toujours adresser nous à lui pour avoir des précisions, parce que ce n'est pas toujours le président qui est toujours sur la ligne de front, sur toute bagaille, à tous les niveaux. Bien. Donc, vous ajoutez un petit bagaille dans la question, non? Pour ne pas faire le deux comme si c'est seule l'idée, mais en réalité c'est deux. Qui deuxième aspect? Avec la police là, oui. Ok. Bien content de poser question. Bien content de poser question parce que c'est une point, ouais, c'est une point de réserver tout. Problème application de la Constitution. N'allez le plus loin que le matériellement possible et politiquement possible dans l'application de la Constitution. Il y a des choses nous faire tout de suite. Nous préférons suivre sa Constitution dit pour faire pour arriver à lui-même. Ça fait le paraître plus lent. Parce que la Constitution posée, en pile problème d'application, on dit déjà, en pile procédure. Problème police là, oui, la Constitution dit qu'il faut le séparer de l'armée. Mais ça nous fait. Dans la loi organique là, pour tenir compte de nouveaux systèmes d'entrée là-dedans, système démocratique que d'entrée là-dedans. Ça nous fait. Eh bien, d'abord, nous séparer des forces nationales de l'intérieur. C'est deux départements différents. Ah, c'est un important. Deuxièmement, surtout pour répondre directement à la question, non? Dans la loi organique, département de la justice, là, nous créons corps de police, constitution prévoit pour l'appliquer normalement. Et les premiers ministres qui en même temps ministre de la justice déposé projet de loi organique ministère de la justice là, c'est tout à fait naturellement que c'est dans le département de justice, la Jean Constitution en Vléa, que vous prévoit organisation police pays d'Haïti. Et comme nous connaissons très bien, parce que sous poser question en tant que journaliste, nous supposons suivre ça qui passer la Chambre. Vous connaissez très bien que la discussion commençait déjà la Chambre, sous projet ça, et sous question ça en particulier. Question ça déjà, commençons le débat, qu'à continuer la Chambre retourner au travail. Donc, l'homme de dit qu'il n'est pas clair. Mais si, pareil, la clair, c'est clair. Le gouvernement dépose un projet de loi. Enfin, en vertu du projet de loi, ça, conformément à la Constitution, la police pourra l'organiser au sein du département de la justice. Projet de loi déposé conformément à la Constitution. Donc, il est clair sur l'intention du gouvernement et sur l'action gouvernement.
Ah, mais écoutez, ça prend temps procédure. Mais ça prend procédure de vote d'abord. Mais où est nous prenons chemin, puisque nous déposons le projet de loi, nous commençons, c'est clair. Bah, la net est claire. On n'a pas appliqué la Constitution. Sur ça, n'a pas de doute. Monsieur le Président, a dit des hommes de politique, quand un gouvernement fait des publicités sur des plaquettes, sur les murs ou écrits de quelconque, c'est dire que ce gouvernement ressent d'ailleurs sa faiblesse. Pourtant, on a pu remarquer à travers le milieu de la capitale que des provinces vivent Maniga pour 5 ans, parfois pour 25 ans. Et d'autre part, si on se rappelle bien, Monsieur le Président, vous avez dit même, je crois, à l'émission en bâtonnelle, que nous garantissons la sécurité. Depuis lors, les morts se multiplient par balle ou par assassinat quelconque, tant que dans la province ou dans la capitale. Est-ce la sécurité, ou du moins, est-ce que votre gouvernement ressent une faiblesse? Telle est ma question. Je commencerai par la dernière façon dont vous êtes posé votre question, pour vous faire une reproche amicale. Puisque si vous voulez poser une question sérieuse, une fois de plus, pourquoi vous venez avec cette dernière injonction qui colore inutilement, négativement votre question? Car je peux répondre à cette dernière injonction de manière très simple. Est-ce que vous suivez les actualités internationales? Vous les suivez? Est-ce que vous avez vu ce matin les nouvelles par CNN? Est-ce que vous avez vu les problèmes de sécurité qui se posent aux États-Unis et qui ont été exposés par les populations, par les communautés? Est-ce que vous allez dire du gouvernement de Reagan qu'il n'assure pas la sécurité du pays? Eh bien écoutez, ne confondez pas les choses. Savez-vous ce qui se passe dans les grandes démocraties au point de vue meurtre dans les rues, assassinats? Donc ne posez pas la question sous cet angle. Dites-moi plutôt, et ça je l'admettrai, dites-moi plutôt oui, il y a une insécurité qui se dans le pays et qui est préoccupante. Je vous dirai oui, elle est préoccupante pour le gouvernement, elle est préoccupante pour vous, et nous devons prendre toutes les mesures pour y mettre fin. Ça c'est certain. Vous parlez de publicité encore. Voilà, vous, de toute façon. Voyez-vous, il y a une éducation politique à faire entre nous. Vous voulez dire que signifient ces affiches qui sont sur les murs? Pourquoi? Vous commencez par dire que c'est parce que le gouvernement sent sa faiblesse. Mais pourquoi? Les gouvernements qui font leur publicité, leur propagande, sentent leur faiblesse à cause de ça. Quand on veut faire valoir quelque chose, c'est une faiblesse, mais au contraire, c'est une force. Et d'ailleurs, cette histoire que vous avez vue sur les murs, pourquoi vous l'attribuez au gouvernement? J'avoue que je ne comprends pas. Comme c'est le gouvernement qui a ordonné de mettre Jésus voulait Maniga pour 5 ans. C'est parce que des gens avaient mis Jésus sur les murs à des intentions énigmatiques, sinon suggérant quelque chose de subversif. Les partisans du gouvernement, car il y en a, Dieu merci, qui sont vigilants, ont ajouté à Jésus voulait Maniga pour 5 ans. Mais pourquoi voulez-vous adresser cette question au gouvernement? Alors vous croyez que nous irions donner l'ordre de mettre les Maniga pour 5 ans? Non, nous ne nous occupons pas à ce niveau, croyez-moi. De minimis non curat pretor. Je me une question déjà, mais j'en réponds au journaliste là tout à l'heure. Il vient ajouter dans ça, c'est toujours sur question de sécurité. Hein. Souvent, on fait référence avec grande démocratie. On croit que c'est en comparaison que nous ne pouvons pas même faire parce que nous ne sommes pas dans la même situation. Nous n'avons pas le même problème social, nous n'avons pas la même réalité sociale. En Amérique latine, le monde mourit chaque jour, il y a des gens qui mourent, il y a des crimes collectifs, un paquet de bagailles, il y a parler de la presse, parler de eux, et de choquer tout le monde. Ça ne peut pas arriver ici. L'autre jour, parler de banditisme social, de violence politique. Quelle est la limite entre ces deux choses-là? Est-ce que l'œil au boulet, yo boulé ça sans gasoline, yo tiré sur des petits mouns qui te souhaitent les organes, gros paquet de bagages à privé, et qu'on a bon, ou vient avec un plan de sécurité, gros paquet de bagages à donne, entre autres brigades de vigilance. Où songez 29 novembre, avant 29 novembre, population qui était attaquée, était organisée spontanément. Vous avez dit de façon libre, mais on dirait plutôt de façon spontanée, qu'on les agressions qui étaient dirigées vers la population civile. L'armée était interdite, brigade Sao, assez violemment. Après ça, l'élection vient faite. Conscient, moi, en radio Haïti parlait de 2 dates qui étaient en sécurité, 17 janvier à 7 février, rien n'est pas passé. C'est que nous sommes capables d'assurer la sécurité vraiment. Mais la population, ça nous interdit d'organiser tête, de défendre tête, qui j'en peux réagir qu'on y a. Et puis qu'on a comparé avec la question de grande démocratie. Nous parlons en grande démocratie, nous n'avons pas le même problème social avec Monsao.
Donc, nous pas capables de parler de même problème et tout. Et nous bien clarifier pour moi, ça les banditisme social là avec chaque jour ici. Question évidemment accompagnée de plusieurs commentaires. Me laisser commentaires sous côté parce que je ne sais pas ce qui intéresse nous, c'est question qui intéresse nous. Parce que nous avons prendre sous question de simple méthode. Pour qu'on comprenne ce qui a passé la caillou, il faut connaître ce qui a passé l'autre bord tout. Parce qu'en pile, ce qui a passé la caillou, c'est l'autre bord fini. Pas oublier ça. Pas oublier ça. Et d'ailleurs, vous parlez de grande démocratie. Pas seulement parler de grande démocratie. Nous citons les États-Unis comme exemple, les Américains posent une question. Si on Venezuela pose une question, je pose le Venezuela. Mais si on hindou pose une question, je cite un hindou. Si on nègre de Conakry pose une question, je cite Conakry. Si on homme d'Abidjan pose une question, je cite Abidjan, car Abidjan, son pays sous-développé lié, son pays du Sud, il y a une sécurité là, du tout. Parce que c'est pas seulement grande démocratie qui n'a pas de problème. Pays qui même bon nous, qui fait face à problème, ça a tout. C'est normal pour comparer. C'est une question de méthode, mon ami. Attention. Ce n'est pas seulement la grande démocratie qui a sécurité, c'est par le monde qui a sécurité. C'est une. Maintenant, où les revenus sont affaires de brigade. Nous répondons à une question déjà. Où tu es là, ou pas de en retard. Pas revenir sur ça. Poser question non plus directement. Et venir dans l'essence question pour répondre à l'essence question. Vous m'avez dit, je ne pas privé sur question, je comprends une question, je comprends une question. Je veux simplement venir sur l'essentiel question. Pas faire des fioritures négatives inutiles. Question, c'est qui frontière guerre entre violence sociale et violence politique. C'est ça la question. Mais posez la question, posez-le comme ça. Posez-le clair. Ou tu as dit ça seulement, tu peux épargner mon appel de temps. Bon. Il y a une violence qui naît de conditions sociales dans le pays. Et nous, dans les conditions sociales, ça veut pas presque plus de 1 million d'habitants. Son agglomération de plus de 1 million d'habitants. Et nous connaissons qui gens en Haïti, il y a pauvreté. Qui gens en Haïti, ce n'est pas pauvreté, non seulement qui ça, c'est écart de richesse qui baille ça. Or, Haïti, il y a un pile d'écart de richesse. Donc, c'est normal attention, normal au point de vue sociologique, parce que pas pour aller faire me dire que je ne pas dire, pas dire c'est normal au niveau moral ni juridique. C'est normal au point de vue sociologique qu'on a un banditisme social développé. Ancienne société d'Haïti, Thomas, petite société traditionnelle, petite société bucolique, petite société ça, malheureusement, en ce qui concerne Port-au-Prince, il finit. Afin que vous pouvez chita devant la caillou, porte ouvrir, ou al dormir, porte ouvrir pour quitter les rentrées. Malheureusement, il finit. Mais il finit quand il finit Venezuela tout. Venezuela était comme ça il y a de ça 50 ans, 40 ans. Quand il y a le monde, Venezuela a posé, fait lui. Son genre de vie qui finit pour qui ça? Parce que il y a une concentration urbaine avec concentration de problèmes. Donc, un banditisme social qui naît non seulement à la racine et chaos sociaux, les gens ont des bagailles et puis lui-même n'y pas gagné. Donc, c'est normal, mais à normalité encore une fois sociologique. Mais deuxièmement, bon bagaille qui est important, c'est que le monde est un livre ouvert. Les gens regardent des cinémas, les gens regardent des télévisions, ils hold up. Et faites démonstration. Les gens hold up. Les gens qui je ça vous faites. Il y a des gens qui étaient à l'étranger. Il y a des gens qui étaient à l'étranger, qui rentrent, nous connaissons. Bon bagage que nous capable de dire parce que c'est vrai, ça va me connaître. Nous connaissons déjà des gens à l'extérieur qui t'ont préparé pour ça, les rentrer. Il y a des étrangers tout qui la caillent nous connaissons ça. Il y a des étrangers tout capables de participer dans le banditisme. Donc, le banditisme social. Maintenant, attention, banditisme, comprenez bien, là nous disons banditisme social là. Nous ne pouvons pas dire que c'est pauvre qui fait le nom. Nous disons des faits en raison des écarts sociaux, en raison de rapidité, développement, richesse d'un côté, pauvreté de l'autre. Car non quand mon riche, tout rôle de fait, parce que le fait l'organiser à ce moment-là, ils font gang organisé, ils mêlent à drogue par exemple. Et c'est même toujours habitué dit, en Haïti, marcher pour drogue, marché intéressant pour le trafic de drogue, ce n'est pas la population pauvre, c'est le monde qui a l'argent. Donc, on a déjà une première rencontre entre banditisme qui naît de écarts sociaux et affaire de drogue. Maintenant, on a une limite qui vient franchir entre ça et politique. Pour qui ça? Il y a des gens qui ne peuvent pas faire un pays démocratique. Ils ne peuvent pas attendre mandat normal fini pour avoir chance. Ils croient que l'intérêt, c'est dans la subversion pour jeter le gouvernement. Alors là, ça ne va pas le faire. Il va faire tentative de subversion. Si on fait tentative de subversion,
Ça fait deux bagailles. Nous avons un exemple concret, c'est un dernier dans le pays d'Haïti. Ou bien, il a essayé de déstabiliser le gouvernement politique d'origine, car intention politique. Et deuxièmement, il essayait d'acheter des armes, acheter explosifs pour entrer dans le pays, pour faire assaut. Ce sont des réalités concrètes que le pays vive. Donc, les frontières où chercher, ils disparaissent entre violence sociale et violence politique. Ou pas dans tout pays américain, y compris en Haïti, des fois, l'homme met sous ça ou met sous drogue tout en même temps. Une alliance qui fait, une solidarité qui fait entre drogue et politique. Ce n'est pas seulement la caille nous le fait. Donc, c'est clair qu'il y a des sources différentes de banditisme, mais à certains moments, à certaines conjonctures ou sur certains terrains, on est capable de une rencontre, une utilisation de banditisme social là, par banditisme politique là, de manière à créer un climat de déstabilisation. Donc des fois, le gouvernement est obligé de considérer que le banditisme politique là plus grave, parce que c'est lui qui veut déstabiliser le système pays, tandis que le banditisme social là, lui-même, ils sont à faire, ou à résoudre au fond, ou combattre l'inégalité sociale dans le pays. Les gens joignent travail pour manger, pour satisfaire besoins. C'est comme ça qu'on combat le banditisme social là. Mais ce n'est pas le même genre ou combat le banditisme politique. Les résultats des CASEC ont été publiés. Les CASEC ont soulevé pas mal de critiques. D'abord, les élections ont-ils eu... Après, il y avait le retard dans la publication, 3 mois, c'est long. Il y avait 2 manifestations, sinon interdites, fermement découragées. Est-ce que vous pouvez commenter sur ces points divers concernant le CASEC? L'affaire de CASEC est très simple. Les élections ont eu lieu. Le Conseil électoral provisoire, chargé de superviser et d'organiser ces élections, a réuni les résultats et le chef du Conseil électoral provisoire a déclaré, en vue aussi de tout le monde, je crois, qu'il avait envoyé les résultats aux organismes concernés. D'abord, on a dit le 7 février, le 6 février, exactement, puis après on a dit le premier résultat le 7 février. Le fait est que nous autres, quand nous sommes arrivés aux affaires, on n'a pas trouvé l'original des procès-verbaux. On n'a pas trouvé. Ceci est une chose que le Premier ministre a déjà largement expliqué. Alors, on a demandé où sont les résultats des CASEC. Il y avait une copie au secrétariat du CNG qui a été offerte au gouvernement, au Premier ministre. On a trouvé, je crois, aussi une copie au ministère de l'Intérieur, si ma mémoire est fidèle à ce que m'a dit le ministre de l'Intérieur. Donc, en présence de photocopies, il y avait un problème, vous savez que le Premier ministre, avocat, on s'est battu de l'ordre des avocats. En présence de photocopies, c'est normal que le gouvernement ait eu un réflexe que j'appelle un réflexe sain, à savoir, on peut toujours vouloir contester la validité d'une photocopie. Car une photocopie ne suffit pas pour dire voici l'original. Il fallait donc chercher l'original. On a cherché l'original, on ne l'a pas trouvé. À partir de ce moment où il s'en parle qu'on n'a pas trouvé l'original, mais qu'il y avait des copies, des photocopies qui étaient identiques, le Premier ministre lui-même a suggéré qu'il fallait faire authentifier les copies par leur propre auteur. Quand si le propre auteur authentifie les copies, à ce moment-là, l'authentification donne valeur juridique, valeur légale au texte. Et c'est ainsi que l'idée a germé de faire authentifier les copies. Seulement, comme dans l'opinion publique, et même je crois une voix parlementaire avait eu à dire que c'est le gouvernement, le nouveau, qui retardait la publication ou avait je ne sais quel intérêt à ne pas publier, parce qu'on a même cité le RDLP comme quoi le RDLP pourrait être bénéficiaire de manipulation. On s'est dit dans ces conditions, nous n'allons pas nous prendre seul cette responsabilité, parce que quand le texte sera publié, on dira c'est le gouvernement, qu'est-ce qu'il en a fait?
Donc on a voulu que l'authentification soit faite non seulement par le gouvernement, par l'auteur du document en présence du gouvernement chez le notaire, c'est-à-dire une délégation du Sénat et de la Chambre. Et c'est ainsi que la solution a été trouvée de cette façon, à savoir que la copie a été authentifiée par son auteur, en présence non seulement du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, mais aussi en présence du président de la Chambre de délégation du Sénat, du président du Sénat, du président de la Chambre de délégation de la Chambre des députés, président du Sénat, délégation du Sénat, de telle sorte que les corps constitués ont été témoins de cette authentification. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, le contenu du résultat, je peux vous faire un aveu. Personnellement, je n'ai pas lu le document. Je ne sais pas qui a réussi ici, qui a réussi là. Le Conseil électoral provisoire a donné les résultats. C'était l'organisme chargé de les donner. Ces résultats ont été publiés. C'est aussi simple que cela, aussi clair que cela en ce qui nous concerne. Une première fois, on m'avait posé la question, j'avais dit, mais si on avait trouvé le procès verbal, l'original, on l'aurait déjà publié depuis longtemps. Comme il y avait un problème à résoudre, nous avons voulu nous entourer de toutes les précautions. À cet égard, les précautions ont été prises, l'accord a pu se faire, une solution de consensus, si vous voulez, une question de dialogue a pu se faire pour résoudre le problème. Le problème a été résolu. Voilà. Le gouvernement dans ses efforts. Donc, selon votre exposé, il paraît que la presse n'a pas bien compris, du moins, n'a pas, enfin, mis en exergue les erreurs du gouvernement. Et la presse a beaucoup mis en exergue vos erreurs, si toutefois, erreurs, il y en a. Donc, que comptez-vous faire, Monsieur le Président, pour établir un climat de confiance réciproque entre la presse et le gouvernement, avec la presse? Écoutez, d'abord, je n'accepterai pas comme vérité d'évangile ce que vous dites. Ah non, heureusement, j'ai de bons rapports avec une large partie de la presse. J'ai souvent reproché à certains organes de presse, y compris certaines agences, de présenter une vue partiale des événements ayant lieu en Haïti. Ceci, pour moi, a été l'évidence même. Mais ceci ne signifie pas pour autant que j'ai un problème avec ce secteur de presse. Je demande à ce secteur de presse de faire son travail en toute conscience professionnelle. C'est tout. C'est tout. Rien d'autre. Mais Dieu merci, j'ai de bons rapports avec le large secteur de presse, et je voudrais que ces bons rapports s'étendent à toute la presse. Pourquoi voulez-vous que le gouvernement ait une attitude vis-à-vis de la presse? Écoutez, ou bien vous nous croyez intelligents, ou bien vous ne nous croyez pas intelligents. Si nous sommes intelligents au pouvoir, nous avons besoin que notre œuvre soit appréciée, soit reconnue. Donc nous avons intérêt à avoir de bons rapports avec la presse. Si nous sommes intelligents, je crois que nous le sommes. Si donc il y a parfois des problèmes, il faut se demander pourquoi je peux affirmer de ce côté-ci du podium que ce n'est pas une volonté du gouvernement, au contraire. Si certains ont, c'est leur droit, mais ce n'est pas notre responsabilité. Nous aimerions qu'ils dialoguent avec nous systématiquement, ça oui, sans aucun problème. Mais s'ils ont adopté la ligne de la critique systématique, injuste, que je qualifie de mauvaise foi parce que j'ai les preuves de cette mauvaise foi en présentant les événements, à ce moment-là, je constate que malheureusement, je n'ai pas trouvé dans ces organes ou dans ces agences la bonne foi professionnelle qui me faisait croire en leur réputation. Et c'est la raison pour laquelle la dernière fois j'avais dit, je ne peux pas avoir d'estime pour des comportements pareils. Mais attention, de ce côté-ci du podium, le gouvernement a la nette intention de développer les meilleurs rapports avec toute la presse, sans exception ni exclusive. Nous autres, nous avons intérêt à ce que le climat des relations entre la presse et le gouvernement soit le meilleur. Et non seulement nous avons intérêt, mais nous avons foi dans cela. Pourquoi? Parce que c'est notre politique générale. Nous voulons l'harmonie avec l'Église, l'harmonie avec l'armée,
l'harmonie avec le monde patronal, l'harmonie avec le monde ouvrier, l'harmonie avec le corps social. C'est ainsi qu'un pays fonctionne et travaille dans le sens de l'effort collectif que le gouvernement réclame et de la solidarité nationale que nous voulons. On peut avoir des points de vue divergents et avoir un excellent climat de route. Et je le souhaite vivement. Je pense que nous passons par un moment d'apprentissage, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle le gouvernement ne réagit pas. On annonce des événements qui n'ont pas lieu. Tout le monde constate que ces événements n'ont pas lieu. Donc ce n'est pas la peine que nous intervenions. Vous comprenez bien? Mais alors, ce que je voudrais, c'est que les gens qui annoncent ces événements imaginaires vérifient l'authenticité à leur propre source avant de lancer ça sur les zones soit nationales, soit internationales. C'est tout. Nous voudrions qu'ils fassent leur travail en toute conscience professionnelle. Savoir ne rien dire qui soit faux. C'est tout. Mais en ce qui nous concerne, croyez-moi, nous n'avons pas, nous ne nous donnons pas d'adversaires dans la presse, au contraire. Nous voulons être les amis de tous les médias sans exception et nous voudrions que le dialogue puisse s'installer. C'est la raison de cette conférence de presse. Pourquoi est-ce que je fais une conférence de presse? J'aurais pu m'abstenir. Je ne suis pas obligé. Pourquoi je le fais? À la recherche du dialogue. Et pourquoi quand j'interviens, je dis, mais ce n'est pas la peine de mettre cette petite pointe négative à la question. Vous pouvez poser la question simplement. C'est parce que j'espère qu'on peut poser une question objectivement qui établisse l'esprit du dialogue et non pas l'esprit d'attaque. Car nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes des hommes de bonne volonté et du bien national. C'est tout. Donc, mes rapports avec la presse, croyez-moi, ne dépendront pas de moi, dépendront de la presse. Car moi, tout le monde sait, je suis bien disposé à l'égard de la presse, je suis l'ami de la presse. J'étais un peu moi aussi du côté de la presse, ne l'oublions pas, de la presse militante, que ce soit dans les années 50, où j'écrivais dans le Nouvelliste, où j'écrivais, j'avais même cofondé un journal qui s'appelait Reflet d'Haïti, que ce soit dans les années 70, où j'étais directeur d'un organe de presse qui s'appelait l'Alternative. Donc, moi aussi, je réclame d'être de la presse. Je ne peux pas être contre certains secteurs de presse. Je demande simplement à la presse d'être d'aussi bonne volonté que je suis à son égard, d'être clair, d'être juste, d'être objective. Et à ce moment-là, je ne vois pas qu'une divergence puisse créer un climat d'adversité ou d'hostilité. La divergence est normale. En pile, l'observateur qui est tendance penser, il y a plus et discours qui fait. Et on a oublié d'éduquer là. Oui, après, un moment. Oui, monsieur le président, observateur politique qui a tendance penser, il y a plus discours qui fait intervention à la télévision, conférence de presse et l'autre encore, j'en passe, que des actes politiques concrets qui posent. C'est vrai. Déchets toxiques, pas jamais une solution. La vie vient picher. Drogue continue à circuler à l'aise. Responsable droits humains dit qu'il y a plus violations droits humains qui fait 2 derniers mois ça y est. Ou même monsieur le président, honnêtement, est-ce qu'on a dit pour observateur politique ça y est, qui ça ou fait, qui ça a accompli depuis monter sous président 1. Deuxièmement, monsieur le président, nous connaissons un pile rêve pour peuple haïtien. Si toutefois vous arrêtez dans la route, qui ça d'après vous même cap Kembéo. Merci monsieur le président. On dit que je ne pas tout parler tout à l'heure. Oui, mais c'est réalité pays comme ça. N'a pris temps avant une entendre l'autre. Vous faites ce dit là, ça précisément me suis cité comme exemple que nous avons fait un effort. Nous avons fait un effort pour établir un dialogue plus objectif et plus simple. Vous dites que nous parlons plus que n'agit, mes amis. Est-ce que vous observez vraiment? Pourquoi ils ont dit ça d'abord? D'abord, pourquoi ils ont dit? Puisque vous avez dit, mais telle question, sans faire sur telle question, vous avez dit, nous parlons plus que l'agir. Oui, attention, déjà là. Or, c'est pas vrai. Nous prenons des responsabilités. Est-ce que vous essayez, est-ce que vous essayez de comprendre? Les nous agissons contre contrebande dans le pays d'Haïti. Nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien d'après vous. À la traque, papa.
Même pas comprendre nous, non, je nous pose des questions. Nous. Quand il y a responsabilité gouvernement, ça prend depuis là, action qui est engagée pour remettre le pays à sous rail, lutte contre la corruption qui est engagée dans le pays, réforme administrative qu'a faite, sans garder derrière, il n'y a pas besoin de qui. Nous prenons quantité de responsabilité, ou parler à faire des déchets toxiques là, nous dit à plusieurs reprises, nous fait, ou dit ne pas faire rien, mais c'est ça, nous ne comprenons pas. J'en pose des problèmes, non, ou si je ne pas tout qui contrôle de moi, je suis indisposé, mais c'est sourire. Parce que nous avons fait des déchets toxiques, ça nous dit premièrement, que dès que nous prenons fait tout ça, nous prenons des mesures immédiates conservatoires, Deuxièmement, nous adressons nous à pays étrangers. Nous faisons 3 examens de laboratoire, dont le dernier c'est l'OMS. Nous dit. Troisièmement, délégation ministérielle, en plus de toute délégation qui est allée déjà à l'OE, ministre déplacé à l'OE qui je vais pour dimanche 1er mai. 3. Quatrièmement, nous faisons action internationale, action auprès de l'ONU, action gouvernement américain. 4. Cinquièmement, nous annonçons dans le dernier petit causé en bâtonnel là, ça doit être un journaliste qui ne peut pas suivre rien du tout dans le pays. Nous annonçons que solution avant fait moi nous-mêmes. Parce que nous avons une solution pour faire venir prendre bagarre et partir avec nous. Mais que comme nous prudents nous-mêmes, si ça n'a pas fait, ça n'a pas appliqué l'autre solution de moyens par nous. Mais déjà, nous gagnons un engagement pour venir prendre nous. Alors, sur l'autre dit, nous ne pas prendre rien, nous ne pas comprendre rien. Nous ne pas comprendre, non, ou pas suivre l'actualité. Regarde tout ça nous fait sur une question d'intérêt national et pour dire, le gouvernement plus parler que l'agir. Mais nous agissons sur question. Alors si chaque fois nous préparons la même question, mais exactement chaque fois, quand si nous n'avons pas de réponse antérieure, dans le dernier petit cause là, moi dis qui disposition nous prend, m'annonce solution. Alors mes amis, comprenez bien, c'est 3 mois de nouveau pouvoir, oui. Attention, c'est 3 mois de guerre, nous avons 6 mois, nous avons 1 an, nous avons 2 ans. Au bout de 2 ans, et nous dit qui solution pour ta question. Monsieur le Président, une question qui à la fois touche le domaine des relations internationales et la situation économique du pays. Pourriez-vous nous informer quant à l'état des négociations entre la République du Venezuela et la République d'Haïti sur l'état des négociations en ce qui a trait à l'implantation ici d'une raffinerie de produits pétroliers? L'état de négociation. Merci. Bien. Vous posez une question précise à laquelle, je crois, nous ne pouvons pas répondre maintenant, mais à laquelle nous répondrons dans quelques semaines. Je peux simplement vous dire que votre question est correcte, que les négociations sont enclenchées et qu'effectivement, nous avons, au niveau de l'avenir pétrolier d'Haïti, des projets auxquels le Venezuela est disposé à coopérer. Mais étant donné que les négociations sont en cours, étant donné qu'il s'agit de questions internationales et pas seulement de simples questions nationales, je prends l'engagement de vous donner la réponse définitive quand les négociations auront abouti. Mais vous avez raison, les négociations ont lieu et nous avons effectivement un projet pétrolier que nous pouvons réaliser. Le monde bien disposé à cet égard. Monsieur le Président, ce n'est pas un secret pour personne que les prisons haïtiennes sont en piètre état. Et forcément, les conditions de détention ne répondent pas aux normes des droits humains. Je voudrais savoir, en tant que chef de l'État, est-ce que quelque chose est prévu en ce sens pour l'amélioration de ces prisons? Merci de votre question. Je vais y répondre de 2 façons. D'abord une réponse générale et ensuite une réponse directe. Je voudrais que nos amis de la presse, qui ont des questions légitimes à poser, et la question est légitime, en la posant se rendent bien compte que nous sommes un gouvernement de 3 mois, que nous sommes un gouvernement avec des moyens négatifs que nous transformons en moyens positifs, et que donc nous ne pouvons pas déjà avoir résolu les problèmes de ce pays. Nous trouvons le pays dans un état extraordinaire.
Les prisons, effectivement, sont dans une situation lamentable. Mais ce n'est pas seulement les prisons. Vous savez, quand j'entends à certaines radios à qui je reproche parfois d'être multilatéral, qu'il n'y a pas tel pôle, tel endroit, les populations de tel endroit réclament une école, les populations de tel endroit réclament un hôpital, le gouvernement, que fait le gouvernement? Mais moi je dis, choses ne sont pas faites. Moi aussi je m'en lamente, moi aussi je m'en préoccupe. Mais étant gouvernement, je cherche les moyens de pouvoir y apporter la solution le plus rapidement possible. Mais quand on le dit à l'heure actuelle à travers les autres, ce n'est pas une critique contre le gouvernement, car nous ne sommes pas responsables de l'état actuel du pays, nous n'avons jamais été au pouvoir. Donc c'est vrai qu'il y a une situation, mais cette situation nous l'avons identifiée. Savez-vous qu'il y a eu 2 visites des prisons faites déjà au nom du gouvernement et que la deuxième a été faite par le Premier ministre en personne qui a été voir l'état des prisons, causer avec les prisonniers et proposer les choses. Le gouvernement l'a fait, le Premier ministre en personne. Autrement dit, nous avons identifié le problème que nous avons bien sûr à résoudre. Mais croyez-moi, vous parlez des prisons, c'est-à-dire d'individus qui ont été sanctionnés pour avoir fait quelque chose et qui se trouvent en purgeant leur peine dans des conditions inconfortables. Mais croyez-moi, allez voir donc les casernes à travers le pays, allez voir les avant-postes à travers le pays, allez voir ces soldats qui sont en charge de notre sécurité, ces soldats qui ont pour fonction de nous défendre, allez voir dans quelles conditions ils vivent. Là aussi, il y a des choses extraordinaires. Moi, j'ai vu certains avant-postes, je suis resté à abasourdi. Je vous l'ai déjà dit. Des avant-postes qui sont 103, quand la pluie tombe, le soldat est obligé de se réfugier. C'est une famille voisine. C'est l'état du pays. Nous identifions les problèmes de manière à pouvoir intervenir. Mais c'est inévitable. Je l'ai souvent dit, nous avons hérité d'un pays délabré. Donc, c'est clair qu'il y a des problèmes. C'est clair que nous devons les résoudre. C'est clair qu'au bout de 3 mois, nous sommes en train d'inventorier systématiquement ces problèmes de manière à ce que nous sachions quoi faire pendant ce quinquennat au cours duquel le peuple compte sur nous pour les résoudre et nous sommes déterminés à les résoudre. Oui, nous attaquerons le secteur pénitentiaire comme nous attaquerons d'autres secteurs à problème de ce pays. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, à l'occasion du 18 mai, et précisément à la suite de la seconde visite faite dans les prisons et par celle-ci dirigée par le Premier ministre en personne, j'ai décidé de prendre comme geste un décret d'amnistie en faveur de quelques prisonniers. L'arrêté sera publié probablement cet après-midi pour bien montrer que nous sommes en liaison avec cette question pénitentiaire, que nous résoudrons au fur et à mesure que nous nous doterons des moyens de résoudre des problèmes fondamentaux du pays, en comptant d'abord sur nous-mêmes, mais en comptant aussi sur la compréhension de certains pays qui, eux, n'ont pas hésité à nous continuer ou même à nous renforcer leur aide, voyant que nous sommes en difficulté et que nous sommes des hommes de bonne volonté. Excellence Frédéric Tardieu Duquesla, un journaliste professionnel de carrière. C'est la discipline même de la conférence. Pour avoir assisté à 2 conférences antérieures, vous avez dit qu'il est obligatoire de décliner son nom et le journal auquel on appartient. Là, je respecte votre volonté, puisque vous me connaissez très bien, mieux que personne, mais je dois respecter la discipline, n'est-ce pas, des débats. Excellence, honorable président de la République, notre éminent compagnon du spirituel, je vous remercie infiniment de l'accueil très cordial que vous m'avez fait ce matin à votre bureau du Palais National. Grâce à vous et à vous seul, j'ai pu ce matin obtenir la parole. Il y avait une discrimination.
Je m'arrête là. Et je vais dire ça dans mon bulletin. Excellence, honorable président de la République, notre éminent compagnon du spirituel, comme vous le savez mieux que nous autres, le département de la Grand'Anse, auquel j'appartiens, je suis né à Corail, le département le plus défavorisé, le plus abandonné du territoire national. Vous savez ça mieux que nous autres, vous avez fait votre campagne à travers tout le territoire de la République. Par conséquent, compte tenu de vos relations internationales avant votre ascension à la présidence de la République, avez-vous envisagé dans les années à venir, je ne dis pas tout de suite, parce qu'un président de la République ne peut pas, dans aucun pays du monde, ne dispose pas d'une baguette magique pour 2-3 minutes et tout est réglé. Je dis, avez-vous envisagé dans les années à venir de doter le département de la Grand'Anse d'une usine sucrière pour que Fontenay soit réellement immortalisé à la Grand'Anse comme le fut le feu le président Dumas s'est estimé pour le pont de la Grand'Anse que Jean Brillat avait dit, c'était Alexandre Métadi. Merci beaucoup, honorable président de la République. Mon cher Dieu, en ce qui concerne la Grand'Anse, je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas seulement d'un projet de développement sucrier. Nous avons pour la Grand'Anse un projet de développement régional intégré. Je n'ai pas le temps ici, à peine une dizaine de jours, j'en discutais avec le ministre des Travaux publics précisément. Il faut d'abord désenclaver la Grand'Anse. Problème de communication. Il y a un plan tripartite qui met l'accent d'abord sur la route terrestre. L'étude est faite. Le ministre de la République met ceci comme une de ses priorités. Deuxièmement, les voies de communication maritimes, car nous allons moderniser le cabotage et le transport des passagers et des marchandises à travers nos côtes et la liaison aérienne. Maintenant, en ce qui concerne le département lui-même, nous avons, en ce qui concerne l'ensemble du pays, défini les vocations régionales. Vocation régionale à un double point de vue, au point de vue agricole, et nous n'avons pas seulement pensé, croyez-moi, au sucre, car n'oubliez pas que la Grand'Anse fut aussi une terre de cacao et d'autres produits de ce genre. Donc, il faut retrouver la vocation agricole de la Grand'Anse, de manière à développer, selon cette vocation agricole, la production de nos terres, de la région, du département, mais nous pensons davantage encore, croyez-moi, parce que c'est la philosophie du gouvernement, au développement agro-industriel de la Grand'Anse. N'oubliez pas que nous avons deux principes qui sont ici en cause. Premièrement, le principe de développement, nous disons priorité à l'agriculture, mais c'est l'agro-industrie qui sera le fer de lance. Et deuxièmement, nous disons décentralisation sur le plan de développement industriel autour de métropoles régionales. Donc, la Grand'Anse est comprise dans ce point global, pôle de développement industriel autour de métropoles régionales de la Grand'Anse en vue de l'essor, non seulement agricole du pays, de la région conforme à sa vocation, mais aussi au point de vue de son essor industriel. Donc, vous voyez que, en ce qui concerne la Grand'Anse n'est pas oubliée. Et d'ailleurs, s'y ajoute cette référence sentimentale qui nous est commune, le fait que Feu Dumas estimé avait pris la Grand'Anse en passion. Or, vous le savez, ce n'est pas un secret, que quand j'essaie, en historien, de comparer les régimes politiques que nous avons eus, quelles que soient les critiques légitimes, valables, contre le régime d'Estimé, je crois qu'on peut dire que ce fut l'un des moins mauvais que nous ayons eu au XXe siècle, qu'en ce qui concerne l'orientation progressiste. C'est donc une raison de plus que, suivant l'exemple d'un prédécesseur dont nous n'avons pas à rougir, je puisse accorder une prédilection à la Grand'Anse. Il y a un ordre, il y a un ordre.
rétablir la confiance des investisseurs étrangers dans votre économie, que jusqu'à présent, le problème d'insécurité règne encore dans notre pays. Bon, écoutez, précisément, voyez-vous, quand je disais tout à l'heure qu'on veut déstabiliser le gouvernement et l'empêcher d'agir, je ne pensais pas seulement à la peur qu'on peut avoir quand on voit que les choses reprenaient dans le pays, mais tout reprenait. La vie nocturne reprenait, le carnaval, etc. Alors les gens se sont dit, bon, il faut créer la peur interne. Ce n'est pas seulement cela. C'est aussi le fait que, en créant un climat de sécurité, on peut exercer un effet qu'on appelle dissuasif sur les bonnes volontés manifestes des investisseurs. Eh bien, écoutez, je peux vous garantir ceci, que sous ce gouvernement et depuis ce gouvernement, il y a une disposition des investisseurs étrangers, non seulement à explorer le pays, mais à se préparer à investir. Nous avons reçu beaucoup de visites d'investisseurs potentiels importants, américains, canadiens, français, japonais, de plus en plus asiatiques, européens bien sûr, qui sont intéressés à investir chez nous. Et il y a là incontestablement ce que j'appelle les orientations, les directions. Ils sentent qu'il y a au pouvoir à l'heure actuelle une équipe dont la seule présence incite à la confiance. Ils nous l'ont dit eux-mêmes. Vous avez suivi de l'actualité ces groupes qui sont venus et que nous avons reçus et qui ont témoigné de la confiance qu'ils ont dans l'avenir immédiat d'Haïti. Maintenant, les mesures que nous avons prises, c'est bien sûr d'abord installer un gouvernement qui puisse présenter l'image que nous présentons, réformer les structures, les moderniser, rétablir la confiance, c'est important, confiance du monde des affaires intérieures, confiance des étrangers. Le monde des affaires intérieures, vous avez bien vu ce que nous avons eu, le dialogue qui s'est installé. Il y a aussi l'encouragement à investir avec les mesures d'incitation qui existent en Haïti. Vous savez, il y a beaucoup de projets, vous allez voir ce pays. C'est ce que certains voudraient empêcher. J'ai parlé d'antinationalisme. Vous allez voir comment ce pays va se développer. Et pas seulement à Port-au-Prince, pas seulement dans un nouveau parc industriel port-au-princien ou dans des zones fraîches port-au-princiennes. En province, on a des projets de décentralisation industrielle qui sont déjà plus qu'à l'état d'étude. Des projets qui ont été soumis au gouvernement que nous étudions pour le Nord. Ces projets sont assez avancés. La région des Gonaïves, qui est une région à l'heure actuelle de tension sociale à cause de la misère, eh bien, cette région est promise à un développement selon ces dispositions d'investissement tant étrangers que nationales. Comprenez bien, ce pays est à la veille d'un sérieux démarrage. J'ai parlé hier d'un nouveau grand départ. Au 18 mai, un nouveau grand départ. Si j'avais enregistré les conversations des hommes d'affaires et que je les aurais passées aujourd'hui, vous verrez, c'est eux qui parlent de boom pour Haïti si nous réussissons à maintenir la stabilité politique. C'est eux, c'est pas moi qui parle de ça. Nous disons, on va faire un effort graduel, progressif, à coup de sacrifice, serrons-nous les reins pour avancer, pour maintenir notre dignité et au fur et à mesure résoudre difficilement mais victorieusement nos problèmes. Voilà l'attitude du gouvernement. Mais les investisseurs, eux, quand ils viennent, c'est pas ça. Ce pays est promis à un essor. Et cet essor est possible. Il est là pour demain. Si nous réussissons la stabilité politique, si nous réussissons la confiance, comprenez-le bien. Il y a ces perspectives devant nous. Ces perspectives sont réelles, concrètes, possibles. C'est à nous. À nous. Et quand je dis nous, ce n'est pas seulement le gouvernement. C'est à la collectivité à créer les conditions qui puisse permettre cet essor qui est promis à nos efforts et à nos sacrifices. Monsieur le Président, le régime précédent civilo-militaire a laissé pendant longtemps l'opposition s'exprimer sur les ondes de la télévision d'État. Envisagez-vous éventuellement dans le futur de rétablir ce droit que l'opposition considère comme fondamental en système démocratique? Bien. Deux remarques à cet égard, Monsieur Levanti. Premièrement, nous ne sommes plus en campagne électorale. J'espère que vous l'avez bien compris. J'espère que vous êtes de ceux qui l'ont compris. Et que donc en campagne électorale, on mesure le temps entre les diverses forces politiques.
Je crois que c'est ce qui se passe dans tous les pays démocratiques, en France comme ailleurs. Donc c'est normal que pendant les campagnes électorales, on ait ce souci de donner la parole tant à telle force politique qu'à telle autre, un souci d'équilibre. Quand on n'est plus en campagne électorale, ce n'est plus le droit commun. Vous l'admettrez en France, que je crois connaître quelque peu pour avoir vécu 15 ans là à observer les institutions politiques, qu'ailleurs. Première remarque. À moins que je ne m'abuse, que depuis que nous sommes au pouvoir, il y a eu des voix d'opposition qui ont pu s'exprimer dans les médias d'État. Moi-même, j'ai souvent été frappé de voir que dans les médias d'État, certains se disaient que moi-même j'avais à corriger au niveau de la vérité en ce qui concerne le gouvernement. Bon, mais je dirais une seule remarque. Nous sommes dans une période de rodage institutionnel, à la recherche de ce que j'appelle le point de maturité et d'équilibre. Je l'ai dit dès la première conférence de presse, je n'ai pas honte à le redire ici parce que je parle en termes humains de ces problèmes. Le jour viendra, et le plus tôt possible, où dans tous les organes d'expression, privés ou publics, le souci de l'objectivité professionnelle sera la norme. Le jour viendra où certaines radios cesseront de donner une vision unilatérale, mais objective de toute chose. À ce moment-là, le secteur d'État sera exactement dans la même ligne, car nous aurons abouti au même degré de maturité ensemble. Car comprenez-le bien, je l'ai dit la dernière fois, il s'agit d'un effort commun. Tant que certains organes de presse ou certaines agences ne font que rechercher ce qu'il y a de négatif à proposer, ou quand ils proposent quelque chose, c'est dans un contexte qui ramène la nouvelle objective à des couleurs négatives, à ce moment-là, voilà, je veux dire ceci, le gouvernement utilise tout à fait naturellement la liberté d'expression dans le pays pour, par les médias d'État, rétablir la vérité, exprimer son point de vue, tout comme des journalistes qui écrivent dans les médias d'État le font spontanément, objectivement. Car Dieu merci, l'accès des médias d'État est ouvert au gouvernement. Donc, je crois qu'il y a un progrès à faire, Monsieur le Panti. Si vous voulez que je réponde plus directement à votre question, il y a un progrès à faire qui est des deux côtés, de manière à aboutir à une vision équilibrée, objective, qui donne tous les aspects des choses, et à ce moment-là, nous aurons atteint le point que désire le gouvernement, à savoir le point où, normalement, on puisse compter sur tous les organes de presse pour faire savoir la vérité entière et impartiale sur Haïti. Autrement dit, il y a une période de rodage institutionnel, il y a une période de recherche d'équilibre de part et d'autre, jusqu'à ce que nous arrivions à ce point idéal qui est l'objet de notre préoccupation commune. D'ailleurs, si vous voulez rendre hommage à la vérité, vous reconnaîtrez, Monsieur Levanti, que dans les organes d'État, on ne fait pas de la propagande systématique en faveur du pouvoir. Si vous voulez bien regarder, que ce soit les émissions de télévision, que ce soit le journal Le Progressiste, vous verrez qu'on publie les textes du gouvernement, vous verrez que certains journalistes défendent des points de vue gouvernementaux, mais vous ne voyez pas en faveur du gouvernement. Je peux même vous dire ceci, ce n'est un secret pour personne, que comme dans 2 numéros de suite, on avait publié ma photo parce que j'étais intervenu en public, j'ai fait la remarque au ministre des Informations, c'est pas la peine que dans 2 numéros de suite, ma photo soit publiée. Et la photo n'a cessé d'être publiée dans tous les numéros du Progressiste. De temps en temps, on le publie, on dit nous autres, nous avons le sens de la mesure, nous avons de l'équité seulement. Un média d'État renseigne tout à fait naturellement sur les activités publiques, car le gouvernement, ne l'oubliez pas, c'est la seule chose qu'on veut trop oublier. Le gouvernement, c'est le gouvernement de tous les Haïtiens. Écoutez, le RDNP peut avoir son journal s'il le veut. À ce moment-là, il peut prendre la position du RDNP. Mais quand on parle du gouvernement, on parle de l'ensemble de la collectivité. Pourquoi veut-on y introduire un esprit partisan? Quand on publie le discours que le président de la République a fait en hommage à toute son ouverture, ce n'est pas un geste en faveur du gouvernement, c'est une affaire nationale.
Quand on publie le discours du 1er mai du président de la République lançant le bien rural coopératif, ce n'est pas une affaire d'un parti au pouvoir, c'est une affaire nationale. Le gouvernement, c'est la nation. Ces affaires nationales qui sont publiées. Demain, j'espère, vous allez publier le discours du 18 mai. Ce n'est pas une affaire partisane, c'est une affaire nationale, l'affaire de la collectivité. Où voyez-vous de la partisanerie? Là-dedans, il n'y en a pas. Ce sont simplement les affaires nationales qui sont publiées dans les médias d'État et le gouvernement est chargé par la nation de la représenter avec ses problèmes et avec les solutions que c'est une affaire aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre problème. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie d'être venus à cette conférence. J'espère que graduellement, car nous aussi c'est un rodage et un apprentissage, nous établirons le climat idéal qui est possible, être gens de bonne volonté. Je vous réitère ma position personnelle et celle du gouvernement, à savoir que nous voulons entretenir avec la presse les meilleures relations possibles, toute la presse sans exclusive, et que notre intention est de créer dans ce pays un climat de dialogue intéressant tous les secteurs actifs de la population haïtienne. Merci d'être venus.